l'arbitre sénégalais Issa Sy. Le personnage central de notre histoire. Voilà. Les textes indiquent très clairement qu'il a anticipé une possible vague de protestations. Il lit parfaitement son environnement. Il sent que l'avalanche va lui tomber dessus dès qu'il va siffler la fin de la rencontre. Il n'est pas naïf, il connaît son métier. C'est ça. Il sait que les joueurs et le staff d'Al-Ahly vont inévitablement se ruer vers lui pour demander des comptes, ou pire, pour créer un de ces attroupements chaotiques qu'on voit si souvent dans le foot. Et c'est là que l'anticipation devient la ligne de démarcation entre subir une crise et la gérer. Issa Sy comprend très bien que l'arrêt du jeu va supprimer cet exutoire physique dont on parlait. Les joueurs ne courent plus, donc l'adrénaline stagne. Exactement. L'énergie agressive, qui est toujours bien présente dans leur sang, va devoir trouver une nouvelle cible. Et cette cible, c'est lui. Il est l'incarnation de l'autorité qui a pris ces décisions jugées très discutables. Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce point, parce que la théorie classique de la résolution de conflits semble totalement contredite ici. Ah oui. Dans quel sens? En règle générale, on apprend que face à un groupe hostile ou à une situation de tension extrême, l'autorité doit se montrer rassurante. La consigne habituelle, c'est de baisser les armes, de garder une posture ouverte, d'utiliser un ton de voix modéré pour, inviter au calme. Oui, la fameuse désescalade verbale. Exactement. Mais en choisissant d'adopter une posture immédiatement punitive, Issa Sy va complètement à l'encontre de ces préceptes. Est-ce qu'une telle approche, ça risque pas d'empirer la situation en validant la colère des joueurs, non? De jeter de l'huile sur le feu, en fait. C'est une excellente observation. Et ça soulève un point essentiel sur les limites de la théorie classique. L'approche basée sur le dialogue et l'apaisement, elle fonctionne très bien lorsque les individus ont encore accès à leur cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie rationnelle du cerveau, c'est ça? C'est ça. C'est la zone responsable de la logique, de l'évaluation des conséquences, du raisonnement abstrait. Dans un bureau ou lors d'une médiation calme, faire appel au cortex préfrontal, c'est évidemment la meilleure stratégie. Mais là, on n'est pas dans un bureau. Non. Là, on est sur un terrain de sport après 90 minutes d'efforts intenses et de conflits larvés. Donc, le cerveau logique est déconnecté. Complètement court-circuité. Dans un état d'épuisement physique et de forte charge émotionnelle, c'est l'amygdale qui prend le contrôle. D'accord, l'amygdale. Et l'amygdale, c'est le centre archaïque de traitement de la menace et de la peur. Elle gère les réactions basiques de type combat ou fuite. Les joueurs d'Al-Ahly, à cet instant précis, ils ne sont plus du tout dans une démarche de discussion juridique sur les règles du jeu. Et ils veulent juste se battre, en gros. Ils sont dans une réaction instinctive de combat face à ce qu'ils perçoivent comme une menace à leur survie dans la compétition. L'arbitre sait d'instinct qu'il est inutile de s'adresser au cortex préfrontal puisqu'il est hors ligne. Donc, si je comprends bien la mécanique neurologique, essayer de leur parler à ce moment-là, ça reviendrait à envoyer un email à un ordinateur qui est éteint. Exactement ça. Une mâche parfaite. Les mots n'auraient tout simplement aucun impact. L'audition, ça demande un traitement cognitif complexe pour décoder le langage, ce que le cerveau, qui est dominé par l'amygdale, en mode urgence, refuse de faire. C'est l'explication scientifique exacte. Et c'est là que la notion de signal, qui est mentionnée dans nos sources, devient cruciale. Puisque le canal auditif et logique est complètement saturé, l'arbitre doit utiliser un canal de communication beaucoup plus primitif et direct. La vision, du coup. La vision, oui. Évolutivement parlant, la vue d'un danger imminent est traitée par le cerveau bien plus rapidement que l'analyse d'un discours. Issa Sy a besoin d'envoyer un message fulgurant. Un choc visuel. Un choc qui contourne toute tentative de réflexion pour frapper directement l'instinct de préservation des athlètes. Ce n'est pas une provocation de sa part, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est littéralement la seule méthode disponible pour ériger une frontière immédiate et non négociable. Et c'est cette compréhension neurologique, consciente ou non d'ailleurs de sa part, qui se traduit alors par l'action physique qui a tant fait réagir sur Internet. C'est le fameux geste mythique. Le moment clé de la vidéo. Oui, au moment très précis où il porte le sifflet à sa bouche pour signifier la fin du match, Issa Sy agit avec une rapidité qui est déconcertante. Les sources décrivent qu'il sort immédiatement un carton rouge de sa poche. Immédiatement, c'est le mot juste. Il ne prend pas le temps de regarder qui s'approche de lui, il n'attend même pas la première contestation, l'action elle est quasi simultanée au coup de sifflet. Le timing est l'élément qui garantit l'efficacité de la manœuvre. Mais l'aspect le plus brillant, à mon avis, réside dans l'exécution même de ce geste. Le fait qu'il ne le donne à personne. C'est ce détail qui change tout le paradigme. Il sort ce carton rouge, il le lève bien haut en direction des joueurs pour s'assurer que tout le stade puisse le voir, mais il le garde simplement dans sa main. C'est fascinant visuellement. Il suffit de se représenter la scène, l'arbitre, droit et immobile au milieu du terrain, brandissant la sanction suprême dans le vide. Aucun mot n'est prononcé, aucun joueur n'est visé spécifiquement,
C'est une menace fantôme suspendue dans l'air. C'est très théâtral. Moi, ça m'évoque irrésistiblement l'image d'un professeur principal qui entre dans une classe réputée pour être particulièrement bruyante et indisciplinée. Et avant même de saluer les élèves ou de demander le silence, il pose ostensiblement une pile d'heures de colle vierge sur son bureau. Oui, très bonne image. La sanction est présente physiquement dans la pièce, avant même que l'infraction ne soit commise. C'est ça qui a fait rire tout le monde sur les réseaux, c'est le côté préventif extrême. Cette comparaison illustre parfaitement le mécanisme à l'œuvre, le caractère vraiment inhabituel de l'action de l'arbitre et ce qui lui confère son pouvoir de dissuasion. Parce que d'habitude, on voit jamais ça. Jamais. Sur un terrain de football, le cerveau des joueurs est conditionné pour suivre un modèle précis, un script comportemental bien ancré. Habituellement, la fin d'un match sous tension entraîne des protestations vocales. Oui, les joueurs s'approchent, ils crient. Voilà, l'arbitre demande de reculer, la tension monte encore un peu, et ce n'est qu'après une longue escalade qu'un carton jaune, puis éventuellement un rouge, est brandi. L'escalade est graduelle, c'est une procédure par étapes. Le script classique implique une espèce de danse conflictuelle à plusieurs étapes, en fait. Tout à fait. En sortant le carton rouge dès la seconde 0, Isasi déchire ce script cognitif. Il crée une rupture de schéma. Un bug dans la matrice du joueur. Exactement. Les joueurs qui amorçaient leur course vers lui, pleins de rage, se retrouvent soudain confrontés à la conclusion de l'escalade avant même de l'avoir commencé. Le cerveau, même sous l'emprise de l'amygdale dont on parlait, est forcé de s'arrêter pour traiter cette anomalie. Ça fait une sorte de reset. C'est ça. La vue de ce petit rectangle rouge agit comme un stimulus visuel extrême qui signale un danger immédiat pour leur carrière et la suite du tournoi. Et l'asymétrie de la menace, c'est ce qui la rend si paralysante. Parce que le carton n'a pas de dessinateur, il est virtuellement destiné à tout le monde en même temps. C'est l'épée Damoclès collective. La règle tacite devient évidente pour chaque joueur. Le premier qui franchit la ligne imaginaire, le premier qui ouvre la bouche pour contester le penalty, il verra son nom inscrit sur ce carton. C'est lui qui prendra pour les autres. La probabilité d'être sanctionné passe d'un risque lointain à une certitude absolue. C'est une forme de prise d'otage psychologique d'une efficacité redoutable, car les joueurs doivent choisir eux-mêmes s'ils veulent déclencher le piège. C'est la quintessence de la théorie des jeux appliquée en temps réel. Isasi transfère instantanément la responsabilité de la sanction sur les joueurs. Il ne prend pas la décision de les punir, il les laisse choisir. Voilà, il ne dit pas « je vais vous punir ». Son geste silencieux affirme plutôt « voici la punition, à vous de décider qui la réclame ». Et face à une conséquence aussi immédiate et lourde de sens, on rappelle qu'une exclusion lors d'un match de Ligue des Champions c'est grave, l'instinct de préservation reprend le dessus sur la colère. Et si on se réfère au bilan factuel tiré de nos sources, le résultat de cette manœuvre, il est sans appel. Les comptes rendus confirment que ce simple geste a, je cite, « suffi à calmer les esprits ». C'est impressionnant d'efficacité. La vague d'indignation et de protestation physique que tout le monde redoutait, elle s'est brisée net contre ce mur psychologique. Le chaos a été endigué avant même d'avoir pu s'exprimer. Le succès de la manœuvre, il réside vraiment dans son économie. C'est ce qu'on appelle l'économie de moyens dans la gestion de l'autorité. L'économie de moyens. Oui, une autorité forte, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas celle qui s'épuise à distribuer des sanctions à tout va pour rétablir l'ordre. C'est celle qui parvient à établir une limite si visible, si infranchissable, que le passage à l'acte devient complètement irrationnel pour les opposants. Ce qui nous amène au point de bascule presque ironique de cette rencontre. En lisant attentivement les rapports du match, on découvre qu'à la suite de ce geste hyper théâtral, absolument aucun carton rouge n'a finalement été distribué. Aucun. Zéro. L'arbitre n'a eu à se servir de l'arme qu'il a exhibée à aucun moment. Il a gagné la guerre psychologique en exposant son arsenal sans tirer le moindre coup de feu. Et c'est là que réside la véritable protection offerte par cette anticipation. Paradoxalement, cette action, qui pourrait être perçue au premier abord comme une démonstration d'agressivité de la part de l'arbitre, a en réalité servi de bouclier pour toutes les parties prenantes. Un bouclier pour tout le monde. Oui. En figeant la situation, Isasi a bien sûr protégé le déroulement normal de la fin de match. Et il a validé le score de 1-0 de l'ESST sans que ce soit entaché par une bagarre générale ou un scandale. Mais il a également protégé l'équipe perdante d'une spirale destructrice, non ? Exactement. Les joueurs d'Al-Ahly, qui étaient aveuglés par leur frustration face au pénalty discutable, ils étaient sur le point de commettre des erreurs fatales. S'ils avaient bousculé l'arbitre, ça aurait été un désastre pour eux. S'en prendre physiquement ou même verbalement à l'arbitre de manière agressive, ça aurait entraîné des suspensions catastrophiques pour le match retour.